facturé. Et comme le disait un économiste, Patrick Vivray, une marée noire, un accident de voiture, c'est formidable pour le PIB. Est-ce que c'est formidable pour l'humanité? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi? Parce qu'une marée noire, il va falloir nettoyer, il va falloir rembourser, il va falloir employer du monde, donc ça va être facturé. Un accident de voiture, il va falloir remplacer la voiture, il va falloir payer le chirurgien, etc. Ça rentre dans le... Est-ce que c'est meilleur pour l'humanité qu'il y ait un accident de voiture ou qu'il n'y en ait pas? Ça, c'est à vous de répondre, mais je pense que c'est quand même pas un indicateur qui est idoine pour marquer le bonheur de l'humanité. Et c'est en quelque sorte un héritage de ce que disait Jean-Baptiste C. Ensuite, quelqu'un qui va avoir un impact important, c'est Alexander Humboldt. Alors, Alexander von Humboldt est un Prussien, un grand géographe naturaliste, qui a beaucoup voyagé en Amérique du Sud, avec un botaniste qui s'appelle Bonpland, c'est tout un programme, pour faire l'inventaire des ressources naturelles, animales, végétales, et également qui sera un excellent descripteur des mœurs et des coutumes des Amérindiens, pour qui il aura un grand respect, et à qui il aura les premières notions d'écologie scientifique, à savoir par exemple l'observation qu'il y a en altitude des ceintures de végétation qui s'étagent depuis les parties les plus boisées vers les parties les plus hautes, les alpages, ce qui pour nous est courant. De même aussi la notion d'adret et du bac. C'est-à-dire que dans une vallée, il y a deux orientations principales, celle ensoleillée, celle qui n'est pas ensoleillée, avec des conséquences sur la répartition de la flore et la répartition de la faune. Et aussi, il va émettre une idée qui est le Naturdenkmal, c'est-à-dire une notion qui associe le culturel et le naturel. Humboldt va parler de monument naturel. Un monument, c'est ce qui est construit par l'homme. La nature, c'est ce qui est le fruit de l'évolution. Il va associer ces deux idées en un concept, monument naturel, qu'on va retrouver dans différentes lois au 19e en France ou ailleurs, sur les monuments naturels, association culturelle et naturelle, qu'on va retrouver dans les projets UNESCO, qui sont aussi portés par l'association de l'intérêt sur le patrimoine bâti, le patrimoine culturel, aussi bien en Raléon, que sur le patrimoine naturel hérité de l'évolution naturelle, de la vie. Premier élément, première mesure en quelque sorte de protection vraiment de la nature, en Grande-Bretagne en 1840, liée en fait à une pratique qu'avaient certains bourgeois londoniens de se faire emmener en bateau dans les falaises au nord de Londres, le cap Flamborough, et de tirer sur des pingouins, des macareux, des guillemots, différents oiseaux de mer, uniquement comme du tir à la cible, c'était même pas pour les consommer, et ça provoque une réaction violente de la population lyonnaise, non pas en termes de diversité biologique, mais de cruauté stupide par rapport à des populations d'oiseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être exactement le même réflexe qui va conduire en 1913 la Ligue pour la protection des oiseaux à créer la réserve des Sept-Îles, où là aussi, après l'arrivée du chemin de fer à Perros-Guirec, des gens aisés venaient se faire conduire au port de Perros-Guirec, partaient en bateau et fusillaient macareux, guillemots, petits pingouins, les macareux qu'on appelait les calculos, sans aucun intérêt, puisqu'on ne les mangeait pas, c'était vraiment du tir à la cible. Et il y aura la même réaction qui va provoquer le début de certaines associations de protection à ce moment-là de la nature. Un élément important qui nous vient aussi des États-Unis, qui sont les écrits de George Catlin. Alors, qui est George Catlin? George Catlin était un avocat de formation, mais qui a passé près de 8 ans dans la grande prairie américaine, qui est en même temps un ethnographe et un dessinateur qui a décrit les coutumes et les costumes des populations des Indiens de la Grande Plaine du Sud-Ouest ou Corentin. Et donc, il a senti que l'arrivée des colons européens allait remettre en question
le mode de vie des Amérindiens du Grand Ouest. Et il propose en 1800, dans un courrier qu'il envoie à un journal new-yorkais, où il envoyait régulièrement des comptes rendus de ses activités, il propose en 1832 qu'à l'égide de la nation américaine soient créés des parcs nationaux qui protègent à la fois les Indiens, mais également leur mode de vie, traditionnel en quelque sorte, mais également la faune, la flore, etc. C'est ce qui donnera la notion de parc national, qui se mettra en place avec Yosemite tout d'abord en 1864, et ensuite le Yellowstone. Le seul problème, c'est que l'idée de départ, c'était qu'il y avait aussi l'homme, les Indiens, mais là il y a eu les guerres indiennes, et les parcs nationaux ne se sont créés qu'après que les Indiens aient été éradiqués par les troupes de la cavalerie américaine. L'idée de départ a été profondément modifiée et altérée par les institutions. Alors en France, va naître un mouvement aussi protectionniste qui est lié aux peintres de l'école de Barbizon. À ce moment-là, plusieurs peintres fuyant le choléra à Paris viennent s'installer à Barbizon et peignent ce qu'on appelle sur le motif. Et c'est la première fois que des peintres de paysages vont peindre en étant devant le paysage. Tous les travaux anciens étaient des travaux faits en atelier, mais là, ce qui a permis de travailler sur le paysage, c'est l'invention du tube de peinture en étain, qui permettait, avec une simple palette, d'avoir son tube, alors qu'avant, il fallait avoir un bol, broyer les couleurs, on ne pouvait pas faire ça en nature. Là, l'arrivée de cette technologie permet d'aller sur le motif, comme on disait, et les peintres de l'école de Barbizon sont très attirés par de très beaux chênes anciens, de très beaux arbres de la forêt de Fontainebleau, qui avaient été sauvegardés notamment à cause de Louis XV, qui avait refusé qu'on les abatte. Et là, il y avait une nouvelle politique du service des eaux et forêts qui tendait à supprimer ces arbres pour planter des résineux, notamment les pins maréchaux. Et les peintres Barbizon vont devenir les premiers éco-terroristes, c'est-à-dire que, nuitamment, ils vont commencer à aller arracher les plants de pin que plantent les eaux et forêts, d'où procès, d'où intervention, mais certains pins de l'école de Barbizon sont très bien en cours auprès de l'impératrice Eugénie. Et ils vont obtenir que l'on crée des séries où l'on ne coupera pas les arbres. C'est ce qui seront les séries artistiques de la forêt de Fontainebleau qui deviendront après les séries biologiques, c'est-à-dire des zones où l'on laisse la forêt évoluer naturellement. Là aussi, même si le départ est une préoccupation esthétique, ça va rapidement se transformer en un système qui permet de maintenir la diversité biologique, notamment celle qui est liée au bois mort. En effet, il y a tout un cortège floristique et faunistique qui est lié à la présence de bois, de mourants, d'arbres qui meurent normalement. C'est évidemment une forêt bien entretenue, une forêt où on ne laisse pas mourir les arbres. Mais c'est-à-dire qu'on supprime toute une partie de la diversité biologique d'un système forestier, qui a longtemps été soutenu par l'Office national des forêts, qui maintenant, heureusement, revient à garder des bois morts. Et d'ailleurs, une chose qui est assez amusante, je n'ai pas pensé à le dessiner, c'est que le logo de l'Office national des forêts, au début, c'était 2 arbres avec une biche au pied, qui s'est transformé en un arbre qui se débite en planche. Je dirais, ça illustre tout de la politique qui a été pendant longtemps celle de l'Office national des forêts. À cette époque-là, création d'une société, la Société impériale zoologique d'acclimatation. Car à l'époque, ce qui agite les scientifiques, ce n'est pas tellement la protection de la diversité locale, mais c'est de l'acclimatation d'animaux et de plantes venus d'un peu partout. Cette Société zoologique impériale d'acclimatation a des correspondants un peu partout dans le monde qui proposent des animaux, des plantes qu'on va essayer d'acclimater pour enrichir la diversité biologique de la France. Et une des premières introductions, c'est celle de yak venant du Tibet, qui se sont ensuite
qui sont embarqués à Saïgon, qui arrivent en bateau, il fait naufrage aux Canaries, on récupère les yaks ensuite arrivent en France, et à ce moment-là, ils sont confiés, parce que les membres de cette société de luxe sont des gens qui ont des domaines. Et on confie les animaux à des petits troupeaux, des propriétaires de domaines, notamment le duc de Morgny du côté de Nevers, et ils sont chargés de tenir à jour un cahier, de savoir comment l'animal se comporte, est-ce qu'il se reproduit, est-ce qu'on peut l'utiliser. C'était le cas des yaks qui intéressaient beaucoup pour leur laine les tisseurs, notamment alsaciens, et donc un essai d'acclimatation. Il y a eu 3 troupeaux de yaks en France, un chez le duc de Morgny à côté de Nevers, un autre dans le Jura à côté de Champagnole. Ah, quel est le nom déjà? Siam. Comment? Siam. Siam, c'est ça. Il y a eu en plus un château qui est une des rares villas palladiennes en France, où il y avait un troupeau de yaks et aussi un troupeau à Barcelonnette. En fait, au bout de quelques années, on s'est aperçu que le yak s'acclimatait mal avec les mœurs agricoles françaises et où le territoire, et donc ça a été abandonné. Et en seconde, en seconde partie de vie de cette société d'acclimatation, on s'est dit, mais finalement, à l'initiative d'ailleurs d'un naturaliste espagnol qui s'appelait Grels, à qui on doit d'ailleurs un papillon magnifique, le papillon d'Isabelle, Isabelle Grelsier, qui a dit, mais c'est très bien de s'intéresser aux animaux que l'on va faire venir, mais si on s'occupait aussi de notre faune locale. Nous avons des animaux fort intéressants, des oiseaux, des papillons, nous avons aussi des plantes autochtones, et la société d'acclimatation s'est réorientée à ce moment-là vers des mesures de protection et de gestion de la faune et de la flore européenne, en France notamment locale. J'oublie aussi de dire que cette société zoologique d'acclimatation avait des correspondants étrangers un peu partout, comme le père David, qui a envoyé des spécimens, notamment panda, comme l'émir Abdelkader, après avoir été vaincu en Algérie, qui vivait à Damas, et avait des correspondants un peu partout dans le monde. Et quand on relit ces courriers, c'était fort intéressant de voir ces échanges scientifiques qui apportaient des animaux, pour voir comment on pouvait les acclimater. Et d'ailleurs, c'est une des politiques générales du Second Empire, pour lutter contre la paupérisation, de développer, je dirais, des troupeaux variés dans des grands domaines, bien entendu. Également, un élément important, notamment en Grande-Bretagne, c'est le développement des publications, des guides botaniques, essentiellement, qui vont permettre facilement d'identifier, parce qu'avant, les ouvrages que l'on avait étaient des ouvrages scientifiques beaucoup trop compliqués pour Monsieur Tout-le-Monde, et donc les Britanniques ont commencé à éditer des petites brochures. Il était de bon ton, dans la bonne société britannique, londonienne et autres, d'aller herboriser pendant les week-ends pour s'intéresser, je dirais, à la flore locale. Un homme important à cette époque-là, c'est March. Alors, George Perkins March, dont voilà une citation, était un homme extraordinaire. À l'origine, c'est un linguiste spécialiste du vieil islandais, c'est un Américain, qui sera envoyé comme ambassadeur des États-Unis, tout d'abord à la Sublime Porte, c'est-à-dire à Constantinople, et ensuite qui sera envoyé comme ambassadeur en Italie, à l'Italie naissante. Et March, qui voyage beaucoup dans le bassin méditerranéen, tente d'alerter ses compatriotes sur les effets de la déforestation, sur les effets du surpâturage, afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que font une partie des populations de l'ensemble du bassin méditerranéen. Ces efforts seront vains, et ce sera d'ailleurs une des résultantes des grandes tempêtes de poussière de la fin du 19e et du début du 20e siècle,
qui sont remarquablement illustrées par ces quelques phrases du début du roman Les Romans de la colère de Steinbeck, où l'on raconte comment plusieurs années de sécheresse font que le maïs qui a été planté par les colons européens ne tient plus le sol, et à ce moment-là, il y a une érosion éolienne, et ceux qui traversaient l'Atlantique en paquebot à cette époque-là, dans les années 20-30, on voit à plusieurs centaines de kilomètres avant New York, on arrivait, il y avait des poussières qui étaient le sol qui avait été arraché aux grandes plaines du sud-ouest. En effet, lorsque les colons européens ont défriché la Grande Prairie, ils ne se sont pas aperçus que la végétation naturelle, qui était une armoise particulière, avec une racine pivotante très profonde, pouvait exploiter l'humidité au fond du sol. Mais lorsqu'ils ont supprimé la Grande Prairie, qui à l'époque était uniquement le domaine en gros des bisons et des Amérindiens, pour des cultures avec des racines superficielles qui, en cas de sécheresse, ne tenaient plus le sol. Et ça a été une catastrophe. Et les premiers réfugiés climatiques sont liés à cette époque-là, qui ensuite, plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs du Middle West ont dû émigrer en Californie parce que le sol n'était plus cultivable. Il y a eu de gigantesques projets, ensuite programmes de reconstitution du sol et de modification des pratiques rurales. Et on comprend très bien, les Européens qui arrivaient là-bas avaient des habitudes culturelles, de culture correspondant au climat européen, mais qui ne correspondaient pas du tout au climat de la Grande Prairie de l'Ouest. Alors aussi, déjà, quelques penseurs commencent à se poser la question de rapport de l'homme et la nature. Engels, par exemple, nous devons à tout moment nous souvenir que nous ne devons pas nous conduire vis-à-vis de la nature comme des conquérants vis-à-vis d'un peuple étranger, comme des êtres en dehors de la nature. Notre suprématie sur les autres êtres est seulement notre capacité à connaître et à appliquer les lois de la nature. 1876, il n'a pas été tellement écouté. Là aussi, un autre personnage exceptionnel qui est Élisée Reclus. Alors Élisée Reclus, pendant longtemps, a été assez mal vu dans le monde universitaire français. Il n'avait pas